Bon, alors on va reprendre un petit programme Python qui figure au début du cours, qui avait déjà été vu, hein, mais le temps a passé puisque l'année aura été particulière en termes de déroulement avec les dédoublements. Donc je vais en dire quelques mots et ça va me permettre d'insister sur 2 ou 3 principes de programmation qui ne demandent qu'à être combinés pour quasiment tout faire, hein, avec d'autres principes que je vais citer. Alors ce programme il figure au début du polycopier, hein, donc je le surligne. C'est un programme qui fait quelque chose d'absolument élémentaire. Il transforme un prix hors taxe en prix toute taxe comprise en ajoutant une TVA de 20%, ce qui revient en fait donc à multiplier le prix acheté par 1,2 pour obtenir le prix TTC. Donc je ne discuterai pas, hein, du petit problème mathématique qu'il y a et qui permet de dire que ajouter 20% ça revient à multiplier par 1,2. Je vous laisse en discuter avec d'autres collègues. On va tenir ça pour acquis. Alors on va voir comment fonctionne ce programme. Alors premier principe, hein, c'est qu'un programme c'est lu séquentiellement, sauf s'il y a des structures de contrôle. Donc l'interpréteur Python, hein, qui est le programme en fait qui lit des programmes Python, hein, un programme généralement fait toujours appel à d'autres programmes. Donc l'interpréteur Python va lire le programme effectivement de la première ligne à la dernière ligne, sauf s'il y a des structures de contrôle, ce qu'on n'a pas vu du style si. Voilà. Mais là il n'y a pas de structure de contrôle, donc l'interpréteur va lire de la première ligne à la dernière ligne. Alors la première ligne, donc on a un print, et puis entre parenthèses et entre guillemets, on a entré le prix acheté en euros de votre article. Alors là, on croise une première chose importante, c'est ce qu'on appelle les instructions. Hein. Donc alors ici, d'ailleurs, c'est une fonction, mais passons. Voilà, ce sont les instructions. Donc un programme, un langage de programmation met à disposition des programmeurs donc un certain nombre d'instructions, et c'est avec ces instructions que le programmeur va construire effectivement ses programmes. On n'invente pas la signification des instructions, hein, il faut aller consulter le manuel. Voilà, alors le manuel, je vous l'affiche là, hein, dans un navigateur net. Bien entendu, le manuel, désormais, c'est jamais une version papier. Donc là, à l'aide de Google, hein, vous demandez Python manuel, vous tombez sur le site de python.org. Sur la page, vous voyez qu'il y a Docs, voilà, donc il suffit d'aller voilà, dans Docs, donc on a le manuel qui apparaît, hein, donc Python 3.9.1 documentation, donc là elle est en anglais, alors Python qui est un langage très largement répandu, met à disposition le manuel dans plusieurs langues, ce qui est très pratique, voilà. Donc là, désormais, on a le manuel qui est en français, on a un moteur de recherche, etc. Et ça permet de retrouver un certain nombre d'indications concernant les instructions, et puis surtout de les lire, de voir à quoi elles peuvent servir. Donc, par exemple, donc il y a ce qu'on appelle la bibliothèque standard de Python, hein, puisque il existe d'autres bibliothèques qui ajoutent des instructions, mais nativement, on a un certain nombre d'instructions, voilà, et donc on a les fonctions natives. Voilà, et donc on a un certain nombre d'instructions là qui sont disponibles pour programmer, dont la fameuse print. Donc il suffit ensuite d'aller lire donc ce que les auteurs de Python nous disent à propos de cette instruction, et on saura quoi en faire. Bon, alors d'ailleurs, hein, l'explication elle est assez ésotérique. Hein. Ce que je peux vous conseiller aussi, quand vous êtes dubitatif quant aux explications de la documentation officielle de Python, c'est d'aller dans Google, voilà, et puis de chercher d'autres explications qui sont parfois un petit peu plus vulgarisantes et qui permettent de comprendre clairement ce que fait l'instruction. Alors on va revenir donc à notre programme. Donc on a print. Alors print, hein, pour la petite histoire, c'est une instruction qui permet d'afficher à l'écran quelque chose. Donc ça permet d'afficher une chaîne de caractères, c'est le cas là. Donc on a une chaîne de caractères qui est entre guillemets. Parce que la documentation demande à ce que la chaîne de caractères soit entre guillemets, voilà. Ça peut afficher également le contenu d'une variable, on va y revenir. Donc là, on va avoir, quand on va lancer le programme, on va avoir un affichage effectivement de cette phrase. Voilà. Ensuite, la première chose qu'on va faire,
Donc on demande en fait à l'utilisateur du programme de saisir un prix et puis ensuite d'appuyer sur la touche entrée au clavier. On fait l'hypothèse qu'il a simplement un clavier à sa disposition. Voilà. Alors le problème maintenant, ça va être de récupérer ce qui a été passé au clavier par l'utilisateur du programme. Alors là, on a une instruction, là encore, qui s'appelle input, hein, donc il faut aller lire le manuel pour voir ce qu'elle fait. En fait, elle permet de récupérer ce qui a été passé au clavier, et ce qui a été passé au clavier va être affecté donc à une variable qu'on a créée. Donc on a créé une variable qu'on appelle PHT, alors on donne un nom explicite, hein, donc PHT pour prior tax. Voilà. Le symbole égal n'est pas un symbole d'égalité au sens mathématique du terme, mais c'est un symbole d'affectation, donc d'une valeur à une variable, c'est-à-dire qu'on transfère une valeur, alors là ici effectivement, qui est communiquée par l'instruction input, c'est ce qui a été passé au clavier, à la variable PHT. Donc il faut voir une variable un petit peu comme un contenant, comme une bouteille, voilà, dans laquelle on va pouvoir transférer différents liquides, différents niveaux de liquide. C'est une manière de voir effectivement la variable. Alors au passage, hein, dès lors que vous écrivez PHT, Python considère que la variable a été créée. Il n'y a pas besoin de dire que c'est une variable, il n'y a pas besoin de dire de quel type est cette variable, est-ce que c'est une chaîne de caractères, est-ce que c'est un réel. Python fait des hypothèses sur ce que vous voulez faire, et généralement ces hypothèses sont bonnes. Voilà. Donc on a transféré sur cette ligne ce qui a été tapé au clavier par l'utilisateur dans la variable PHT. Voilà. Donc on l'a affecté à PHT ou on l'a assigné à PHT, c'est le vocabulaire exact. Hein. On parle d'affectation, d'assignation, ça marche de la droite vers la gauche, hein, pas de la gauche vers la droite. Voilà. Donc il y a un sens. Alors après on a un problème, c'est que ce qui a été transféré dans PHT, donc affecté à PHT, assigné à PHT, c'est une chaîne de caractères, c'est pas un réel. Hein. Donc si par exemple on a tapé 100 pour 100 euros, le programme il comprend pas 100, il comprend 100, c'est-à-dire 3 caractères. Donc il va falloir transformer ces caractères en nombres. Alors on dispose d'une instruction, donc là encore c'est la lecture du manuel qui nous permet de savoir ça. Donc float permet de transformer une chaîne de caractères, si c'est possible, en nombre. Alors là, on a 100, donc le 100 va être transformé en 100, et il va être affecté à PHT, c'est-à-dire que PHT désormais ne va plus contenir 100, mais va contenir 100. Alors, petite remarque, hein, si par exemple au clavier l'utilisateur tape ABC, donc 3 caractères, eh bien quand on va faire float de PHT, ça va générer une erreur. Voilà. Désormais, PHT contient donc un réel. Hein. Donc un réel, ça peut être multiplié sans problème. Donc c'est ce qu'on va faire à la ligne suivante, donc cette ligne-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On multiplie PHT qui contient donc un réel par exemple 100. Voilà, on le multiplie par 1,2. Alors comme on est en système anglo-saxon, 1,2 c'est 1,2. Et la multiplication dans Python, alors là encore, hein, c'est le manuel hein, qui dit ça. C'est pas un signe multiplié classique qui ressemblerait à un petit x par exemple, c'est une étoile, une astérisque. Donc on multiplie PHT par 1,2 et à l'aide du signe égal, on l'affecte à une variable qu'on a créée pour l'occasion qui s'appelle PTTC. Voilà. Donc PTTC maintenant contient le résultat en fait de la transformation d'un prix hors taxe en prix toute taxe comprise. Le travail a été fait, alors bien entendu il faut l'afficher pour l'utilisateur. Donc on va utiliser une instruction print. Alors on l'utilise un petit peu différemment de ce qu'on a fait donc au tout début du programme. On utilise une option qui s'appelle F, qui permet d'utiliser ce qu'on appelle les F-strings, c'est-à-dire les chaînes de caractères formatées. String en anglais, ça veut dire chaîne de caractères. Là, on a une variable PTTC. Ce qu'on remarque, c'est que dans la chaîne de caractères entre accolades, on a PTTC également. Voilà. Donc, dans l'accolade, on a PTTC. Donc, ça va permettre, en fait, d'afficher dans la chaîne de caractères le contenu, en fait, de la variable PTTC. Voilà. C'est fini. Alors, on va faire tourner le programme dans Jupyter pour que vous ayez une petite idée de ce qui se passe. Donc, je fais un copier-sélection. Jupyter,
c'est une interface d'utilisation de Python dans un navigateur. Pour information, si vous voulez vous amuser à faire des petits programmes Python, Jupyter est désormais disponible dans l'IC Connecté. Hein, donc vous vous connectez dans l'IC Connecté, vous allez dans Appli, vous verrez il y a un bouton Jupyter et vous aboutirez donc à quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, donc là, le programme que je viens de copier, je le colle, je l'exécute, voilà. Donc, entrez le prix hors taxe en euros de votre article. Alors, une curiosité de Jupyter, hein, c'est que au lieu d'avoir le champ de saisie en dessous des 2 points, je l'ai au-dessus. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. L'informatique, hein, elle est coutumière de ce genre de mystère. Probablement qu'en travaillant, je pourrais le résoudre, je ne l'ai pas encore fait. Donc, par exemple, je vais inscrire 100, parce que c'est le plus simple. Voilà. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, voilà, et j'ai bien le résultat qui s'affiche. Voilà, le prix TTC de votre article est de 120 €. Voilà. Donc Jupyter est un outil très pratique pour tester des petits bouts de programme. Voilà, je vous incite à l'utiliser. Et si vous voulez l'installer sur votre machine, il existe un installateur donc automatisé qui s'appelle Anaconda. Voilà, et donc vous trouverez un certain nombre de programmes d'installation pour les différents systèmes d'exploitation dont vous pouvez disposer. Donc ça marche pour Windows, pour Linux, sans doute pour Mac aussi, et c'est peut-être le meilleur moyen d'utiliser Python. Voilà. Donc petite présentation du programme, petit commentaire du programme fini.